de faire partie de cette initiative des doctorales avec l'AUF et Connectinov. Vu qu'on a, je pense que la table ronde a un peu débordé sur la formation, même si c'était vraiment important d'écouter toutes les interventions des panélistes. Donc, je vais essayer de gagner du temps en évitant de me présenter. Je vais vous mettre après dans le chat mon profil LinkedIn pour ceux qui veulent connaître un peu plus sur mon profil. OK, donc on va commencer. Donc, effectivement, on va parler de Product Market Fit et Business Model Viable. Donc, la démarche que je vous propose, c'est bien évidemment de voir un peu ce que ça veut dire, hein, donc le concept de Product Market Fit. Quelle est la relation entre le Product Market Fit et la proposition de valeur, vu que la proposition de valeur est une partie importante du business model, même si je vais un peu revenir sur la définition de proposition de valeur qui est importante. Puis, nous allons voir comment concevoir finalement. Je vais vous donner quelques guidelines ou quelques orientations pratiques. Et enfin, quelle démarche à suivre pour réaliser un Product Market Fit, surtout dans votre cas où pour certains, peut-être d'entre vous, vous n'avez pas encore d'expérience entrepreneuriale ou vous allez démarrer de zéro. Donc, et peut-être que pour certains, vous avez déjà des projets qui sont déjà en cours. Et l'idée, c'est vraiment de peut-être affiner votre business model. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner ces deux variantes en termes de démarche. OK, donc là, j'aimerais bien rapidement que vous puissiez scanner avec vos téléphones ce code. Et qu'est-ce que vous évoque? Donc, scannez, s'il vous plaît, le code QR. Normalement, ça vous oriente vers une plateforme. Ce n'est pas la peine de mettre votre nom. Donc, vous cliquez sur Skip. Et l'idée, c'est de répondre, d'après vous, qu'est-ce que vous invoque pour vous le Product Market Fit en tant que concept comme ça, à chaud, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, s'il vous plaît, donc, scannez le code QR. Ce n'est pas la peine de mettre votre prénom et commencer à répondre sur donc la question, qu'est-ce que ça vous évoque le concept de Product Market Fit? Donc, on se donne 30 secondes donc pour scanner, puis je vais essayer d'afficher les résultats en instantané. Vous me dites dans le chat si vous arrivez à aller vers la plateforme où vous devez remplir un peu votre input, s'il vous plaît. Yes, good. OK, donc je vais passer maintenant aux réponses. Donc, aucune idée. J'aime bien. Donc, on n'a pas d'idée dessus. OK, d'autres. Donc, normalement, les résultats vont s'afficher automatiquement. Excellent. Donc, démarche, besoin, produit, effectivement, mots-clés, besoin. OK, très bien. Donc, répondre au produit, donc au marché, donc produit, client. Donc, qui est en fait un produit qui répond parfaitement aux besoins du client. Très bien. Donc, je suis très ravi. Donc, c'est effectivement les points. C'est pas grave. Donc, si vous n'arriviez pas à scanner le code, donc l'idée, c'est d'avoir au moins des inputs de votre part. Donc, effectivement, donc c'est là vraiment la notion, c'est les notions un peu, si vous voulez, de besoin, effectivement, et de marché. Donc, vraiment, on est dans ces notions-là de rapprochement entre le produit et le marché. On se dit que c'est évident, mais vous allez voir que quand on approche cette notion de product market fit d'un point de vue de business model et de proposition de valeur, donc le paradigme change. On n'est pas dans des notions d'études de marché classiques, d'essayer de demander aux clients un peu les besoins voilà, donc d'exprimer ses besoins
par rapport à un marché, mais beaucoup plus dans des notions donc, de produits qui est compris par les clients. Donc, il y a une notion de compréhension et qui sont prêts à mettre le prix pour ce produit, mais aussi qui est recommandé. Donc, ça, c'est une notion assez intéressante. Je pense que vous le voyez souvent, je pense, dans tout ce qui est interaction avec des outils digitaux, ou que ce soit dans vos achats que vous arrivez à faire en ligne, par exemple, ou même dans les expériences que vous avez avec du matériel digital, même dans la recherche, on a toujours cette notion de questionnaire à la fin, de dire quelle est votre expérience client. Et en fait, ça fait partie réellement de la notion de product market fit. On ne s'arrête pas à la notion d'utilisation ou d'achat, de se dire oui, donc on a un product market fit qui est à 100%. Non, on est au-delà de ça. C'est vraiment, il y a la notion de recommandation. C'est qu'est-ce que derrière les clients recommandent le produit ou pas. Et je pense qu'on est tous aujourd'hui, disons, harcelés par ces questionnaires à la fin de dire quelle a été votre expérience dans n'importe quelle expérience client, même si elle est 100% digitale ou même s'il y a une réponse, plutôt une expérience qui est hybride, dans le sens où vous allez peut-être acquérir plutôt aller sur place consommer ce produit et peut-être qu'on va vous livrer derrière, on va vous faire un service, délivrer un service après-vente derrière. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante. Ça, c'est vraiment l'histoire de recommandation. Donc le product market fit, c'est vraiment la notion de recommandation qui est intéressante. Après, à votre niveau, à cette étape-là peut-être de votre projet qui est peut-être prématuré, c'est un peu de dire, OK, est-ce que quand je vais pitcher, par exemple, mon produit ou quand je vais partager l'idée de mon produit, de mon service ou de mon invention avec une personne, est-ce que cette personne va me recommander une autre personne qui sera plus influente ou quelqu'un qui va m'aider dans le développement de mon produit, qui va donner accès à un réseau en termes d'investisseurs, etc. Donc, il y a cette notion de recommandation qui est hyper importante. On ne s'arrête pas. Donc, je répète, on ne s'arrête pas. Une notion disons, de validation du client, que ce soit de dire le client a acheté, ou quand je vais pitcher mon idée, la personne cible ou l'audience a validé, à dire oui, c'est une excellente idée, etc. Mais est-ce que ces personnes-là vont derrière recommander ou parler, disons, de mon produit ou de mon invention? Donc, il y a effectivement cette notion de product market fit. Donc, on n'est pas seulement dans des notions d'achat. Donc, il y a l'expérience. Donc, effectivement, c'est très important de dire que notre produit disons, correspond à un produit spécifique, à un segment de clients spécifique. Donc, on est vraiment dans du targeting. Je pense que vous avez déjà fait des formations hier sur un peu le persona, donc le client cible, comment il se comporte. Et il y a aussi la notion de besoins non desservis. Et nous allons essayer, juste le slide après, de le définir en termes de proposition de valeur. Donc, la notion de besoin non desservi, elle est assez vague, je dirais, en termes de définition marketing pure. Mais si on doit un peu élargir le champ, de dire, on va essayer de la définir via l'angle du business model, on va voir qu'elle s'élargit. Vous avez la proposition de valeur. Là aussi, on parle de proposition de valeur, mais aussi et surtout dans le cadre je dirais de projets entrepreneuriaux qui ont un background de recherche, il y a la notion d'expérience client, mais aussi de spécification technique. Donc, surtout quand on va délivrer disons, une offre de service ou une proposition de valeur qui a, disons, des spécifications techniques assez élaborées. Donc, il faut être capable aussi de les définir d'une manière assez claire. Donc là, d'une manière très, si vous voulez, si vous devez retenir pour cette première partie, c'est vraiment que le product market fit, a une relation directe avec la proposition de valeur. Et qu'est-ce que ça veut dire une proposition de valeur? Ça a été dit tout à l'heure, je pense, durant le panel. On est dans des notions de résolution de problèmes. Donc, pain relievers, ça veut dire que ça ne sert à rien de dire oui, j'ai une excellente invention ou un produit ou un service. J'ai parlé autour de moi, j'ai eu un très bon feedback. Ou encore plus, ce que j'ai pu avoir durant pratiquement 15 ans d'expérience disons, dans le domaine des startups et des projets entrepreneuriaux. On dit voilà, on est passé par exemple vers, je dirais entre 2011 et jusqu'à
peut-être 2020, 2020, voilà, entre 2011, 10 ans, les premières 10 premières années, j'ai eu énormément d'entrepreneurs où on disait, voilà, donc le fait d'avoir, par exemple, une stratégie digital marketing qui se base sur les réseaux sociaux, j'ai un site web, on considère que j'ai un produit ou j'ai une invention qui tient je dirais, qui tient la route. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a une autre variante de ce que j'ai pu voir, que ce soit en Afrique du Nord ou en Angleterre où je suis basé ou même dans les pays du Golfe. On va dire, voilà, j'ai de l'IA dedans, donc j'intègre de l'IA dedans, donc du coup, là, ma proposition de valeur tient le coup. Ce n'est pas le cas, hein. Donc, l'IA ou avoir, comme je disais avant, avoir une page Facebook ou avoir une stratégie réseaux sociaux n'est pas, c'est juste un outil, mais ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la proposition de valeur elle-même. Et l'IA également, donc avoir une solution qui intègre l'IA n'est pas vraiment, je dirais, la proposition de valeur d'une manière absolue. Donc, ça peut être un ingrédient qui va faire partie de votre solution, mais faites attention, ne vendez pas le fait que vous intégrez de l'IA comme étant la pure proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur qui va finalement se rapprocher du marché, puisqu'on parle donc de proposition de valeur, donc le product, c'est la proposition de valeur, et le market, donc c'est le marché. Donc, c'est vraiment cette notion ici de résoudre un problème. Il faut vraiment résoudre un problème. C'est-à-dire qu'il y a ce marché-là résout plutôt, on observe, comme disait Yves Pigneur, donc le fondateur, ou je dirais le créateur du concept de proposition de valeur et de business model avec Osterwalder. Donc, si vous dit, la meilleure manière finalement d'avoir une proposition de valeur qui tient la route, ce n'est pas de faire une étude de marché. Je pense que Steve Jobs en parlait souvent dans ses lancements. Il disait que finalement, nous, on a une communauté. Donc, on est très proche de la communauté d'utilisateurs et du coup, le fait qu'on soit proche d'eux, c'est-à-dire qu'on multiplie les interactions, ce qu'on appelle les touch points avec eux, du coup, on observe leurs problèmes. Et c'est là où je vais faire le lien avec ce qui a été dit durant les différentes tables rondes, c'est que finalement, le fait d'être vraiment dans son cocon de chercheur et de ne pas sortir, de voir ce qui se passe à l'extérieur, vous limite dans votre, disons, dans votre capacité d'avoir un product market fit intéressant. Parce que quand vous restez, vous dites, voilà, je vais essayer d'affiner ma proposition de valeur ou mon produit ou mon service ou mon invention d'une manière technique pure, comme je l'ai dit hier, c'est-à-dire que vous allez peut-être aller vraiment en profondeur dans la recherche, mais ce n'est pas ça qui est demandé dans une approche entrepreneuriale. C'est vraiment de ne pas aller trop en profondeur dans la recherche, mais de savoir quand s'arrêter, de dire, OK, là, j'ai une solution technique qui est assez intéressante, qui va correspondre ou qui va résoudre un problème. Et la même chose, Yves Pigneur nous dit finalement, donc il y a cette notion donc voilà, de pain, donc de problématique, mais il y a aussi les gains, c'est-à-dire de dire, OK, aujourd'hui on arrive, je vous donne des exemples très intéressants, on a eu aussi dans le cadre d'un programme d'incubation en Afrique, mais qui est financé donc par une entreprise donc au Royaume-Uni, c'est de dire, donc, par exemple, de développer des solutions health tech en Afrique. Donc, on dit, par exemple, voilà, on a des équipements qui arrivent, par exemple, à scanner, plutôt à faire des scans. On a des scanners qui sont sur place, qui arrivent, par exemple, que les médecins utilisent. Mais donc, c'est-à-dire que le problème, c'est de faire des scanners fiables, d'avoir des scans fiables, disons, de certaines, disons, pathologies, etc. Donc, le problème, il est résolu. Mais le gain potentiel, c'est comment le faire d'une manière plus rapide, à plus grande échelle. C'est-à-dire, au lieu de ramener, donc surtout en Afrique, dans certains pays, où l'accès aux centres médicaux, donc il faut parcourir de longues distances, l'idée, c'est sur une appli, donc une appli avec de l'intelligence artificielle, mais avec de la data qui est alimentée par des médecins, de dire, OK, on arrive à faire un scanner plus rapidement à plus grande échelle. Donc, réellement, on n'a pas résolu le problème puisqu'il y a une solution qui existe, mais on a cette notion de gain potentiel.
Et c'est là où c'est intéressant. On a beaucoup plus, si vous démarrez de ce point de vue-là, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir finalement ce product market fit. Donc, c'est pas, donc encore une fois, la notion de product market fit, c'est pas de rester dans, comme disons, la métaphore de l'alchimiste qui est dans son sous-sol en train de faire des expériences tout seul, sur de longues périodes et de dire finalement j'ai trouvé la solution miracle. Mais au contraire, si à chaque fois que vous arrivez à voir ce qu'on appelle, je pense que vous l'avez vu aussi dans certaines formations, ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product, de dire, OK, là, j'ai quelque chose qui tient la route, je vais maintenant interagir. Je vais vous donner un exemple concret encore que j'ai vécu récemment aussi en Angleterre. Donc c'est une personne qui a conçu un dispositif de recharge de véhicules électriques portatif. Parce que la problématique ici, je pense que c'est aussi la problématique qu'a eu Tesla en Europe, c'est d'avoir des autorisations et pouvoir acquérir des centres, genre des stations, des zones où les véhicules peuvent être rechargés donc rapidement. Donc cette personne-là a élaboré donc ce dispositif-là de recharge, disons, rapide, portatif. Mais en fait, l'idée, c'était, ils ont passé énormément de temps, pratiquement une année à développer la solution. Ils n'ont jamais eu, disons, le réflexe de dire, OK, mais quand même, il faut qu'on aille voir les entreprises de construction automobile pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et on avait trouvé que finalement, le produit était trop avancé par rapport aux besoins qui étaient en termes de technologie. Bien évidemment, il y a des clauses de confidentialité, je ne peux pas aller dans les détails, mais l'idée, c'était ça. Donc, ils sont allés trop loin parce qu'ils n'ont pas interagi assez souvent avec les utilisateurs finalement, qui sont donc les entreprises d'automobiles et les usagers aussi. Mais c'est-à-dire que le retour que ont les entreprises de construction automobile électrique, ils avaient assez de recul pour dire quelle est la solution, est-ce qu'elle est bonne ou pas, ou comment l'ajuster. Donc, et ça, c'est un exemple concret. Donc, vraiment, il faut avoir ce mindset-là ou cet état d'esprit de dire passer plus de temps en laboratoire n'est pas une garantie d'avoir finalement un product market fit intéressant. Mais c'est vraiment d'avoir, chaque fois que vous avancez un peu dans votre solution, c'est d'essayer d'avoir ce feedback-là de la part des utilisateurs premiers de votre solution. Donc ça, c'est une notion hyper importante. Du coup, la même chose, donc scannez encore le code, s'il vous plaît, en haut, et dites-moi, du coup, à ce stade-là de la discussion, où disons, bon, même si c'est formation beaucoup plus, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le paramètre le plus important pour avoir un bon product market fit? Est-ce que finalement, c'est avoir des spécifications techniques extraordinaires, donc, ou besoins non desservis, clients, cibles, etc. Donc, d'après vous, quel est le paramètre le plus important? Donc, le même principe, s'il vous plaît. Donc, essayez de scanner le code QR et de répondre à la question. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de noter vos questions parce que je vais essayer de compresser un peu, puisqu'effectivement, on a débordé, plutôt la table ronde a débordé un peu. Mais l'idée, c'est vraiment je préfère avoir plus d'interaction avec vous que vraiment de dérouler le support, puisque vous l'aurez de toute façon. Je vous ai même mis un exemple concret d'une entreprise pour que vous puissiez voir le shift en termes de product market fit quand il n'est pas optimum, mais comment le rendre optimum. Très bien. Donc là, on a une réponse, plutôt des réponses. Donc effectivement, c'est la proposition de valeur. Excellent. Donc, en fait, pour scanner, je ne sais pas quel téléphone, déjà une question ici de Sabah. Donc, soit vous avez un lecteur, plutôt une appli de scan de code QR, ou il y a d'autres téléphones où si vous prenez juste en photo, ça vous renvoie vers un lien qui s'ouvre sur disons, votre navigateur Internet. Donc, c'est en fait ce code QR qui est ici. Donc, je suis en train de vous le montrer avec la souris. Donc, c'est ce code QR. Donc, soit vous activez, vous avez une appli qui scanne les codes QR, vous le scannez, soit vous prenez en photo normalement, pardon, ça vous dirige directement vers un lien dans lequel vous pouvez répondre.
Donc, très bien. Donc là, effectivement, vous avez, c'est la bonne réponse. Donc, c'est la proposition de valeur qui est le paramètre le plus important. Et donc, je disais, la proposition de valeur, les amis, c'est hyper important. C'est vraiment de ne pas dire je suis comme telle entreprise, je suis moins cher, ou de dire je suis, j'ai une solution révolutionnaire parce que moi, en tant que chercheur, je sais qu'il y a ce problème-là ou je le vis moi-même. L'idée, c'est intéressant de dire je le vis moi-même ce problème-là, mais c'est vraiment de confronter ça à la communauté d'utilisateurs. C'est eux qui vont vous dire, pardon, c'est eux qui vont vous dire est-ce que réellement votre proposition de valeur démarre ou plutôt a des chances d'avoir un product market fit. Et là aussi, votre réalité de chercheur, pour certains d'entre vous, vous déployez des projets de recherche en dehors du laboratoire de recherche, je veux dire, par exemple, dans des entreprises ou dans des institutions. Et c'est là où c'est une vraiment chance d'avoir cette observation, de dire, de confronter ça, de discuter, de dire, ah, je pense que vous avez ce problème-là, est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, d'avoir cette validation de la part des utilisateurs. Good. Donc là, bon, j'avais pris l'exemple de Tesla, mais donc je vous ai mis plusieurs exemples. Vous aurez la chance de le voir, de les voir après. Mais j'ai parlé un peu de l'exemple de la batterie électrique, dans le sens où si on a une technologie qui est trop avancée, par exemple en termes de mécanismes de branchement, donc si on a un parc automobile qui a des mécanismes, ou plutôt un dispositif de branchement qui est spécifique, ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller trop vite dans votre proposition de valeur, d'aller vraiment aller sur une technologie qui est avancée. Peut-être qu'il va peut-être accélérer le chargement, mais qui va pas disons, avoir une facilité de branchement avec les véhicules existants. Donc ça, c'est une idée, parce que le product market fit ne veut pas dire seulement que peut-être vous avez une technologie obsolète. Vous pouvez être dans le cas où vous aurez peut-être aussi une technologie trop avancée. Donc là aussi, c'est intéressant de considérer le concept de product market fit de ce point de vue-là. Et comme je disais tout à l'heure, la meilleure manière d'avoir le bon calibrage, c'est finalement de s'adresser à la communauté d'utilisateurs. Maintenant, comment se vend un business model viable? Donc, il y a cette notion vraiment de client et ce qu'on appelle d'expérience client. Cette notion d'expérience client, elle est très importante. Ça veut dire que le fait que vous ayez une validation de votre produit, on vous dit oui, c'est intéressant, ça peut répondre. Et aujourd'hui, dans les doctorales, quand vous allez pitcher, je pense à la fin du bootcamp, vous allez avoir ce feedback-là des experts. Et c'est très important de le noter. Parce que finalement, c'est un baromètre pour vous. Mais dans la notion de business model, donc comme je disais tout à l'heure, le point de départ, c'est la proposition de valeur. Est-ce que ça résout un problème ou ça fournit des gains potentiels? Et ça, vous pouvez l'avoir en observant, en vivant, en maximisant les touchpoints avec les utilisateurs et les clients. Ce n'est pas en restant dans votre laboratoire. Donc ça, c'est dit. Après, ce n'est pas gagné. Parce que finalement, quand on revient à la première définition, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y a aussi la notion de recommandation. Donc, le product market fit, ça ne veut pas dire que je donne une proposition de valeur qui résout un problème, gain potentiel, c'est fini. Non. Vous avez fait peut-être la moitié du chemin. Il faut que pour puissiez avoir un product market fit optimum, il faut aussi que les utilisateurs puissent recommander, si vous voulez, la solution. Donc, ça aussi, c'est une notion très, très importante. Donc là, la notion d'expérience client, c'est effectivement, donc c'est là, bon, j'ai pris un exemple d'abonnement, j'ai pris l'exemple des abonnements, par exemple, du branchement, ici, de l'exemple de voiture électrique, c'est d'avoir, par exemple, une appli où vous allez faire un abonnement et avoir un nombre de crédits qui vont vous permettre finalement d'avoir un certain crédit pour de branchement électrique ou de temps batterie. Donc là, effectivement, donc, il y a la confirmation de l'abonnement. Donc ça veut dire que réellement, disons, le client a validé la proposition de valeur. C'est un bon point de départ. Mais aussi,
ça ne suffit pas. Donc, il y a aussi d'autres notions qui sont liées, par exemple, donc, la confirmation de l'abonnement. Donc, il y a l'achat, bien évidemment. Euh, il y a le service après-vente. Donc, il y a des notions de service après-vente que vous allez accompagner le produit, etc., ou le client. Et vous avez le programme de fidélité. C'est-à-dire que c'est là où commence finalement, vous aurez atteint un product market fit optimum. C'est quand vous allez demander au client, à la fin de l'utilisation première de votre produit, qu'est-ce qu'il pense. Et là, je vais vous donner un indicateur métrique que la plupart des entreprises utilisent, qu'on appelle le Net Promoter Score. Donc, c'est tout simplement combien de personnes vont recommander et combien de personnes vont dire c'est pas le bon produit, on ne recommande pas ce genre de produit. Et on voit pas mal d'expériences aujourd'hui, surtout dans les utilisations de produits digitaux ou les achats, par exemple, e-commerce. On va même noter l'expérience de livraison. On va vous demander, dès que la livraison se fait, on va vous dire quelle a été votre expérience de livraison. Même les bureaux de compta, par exemple, ici, par rapport à mon expérience, même si vous avez un bureau de comptabilité, chaque mois, dès que vous allez, peut-être, ils vont traiter votre dossier, ils vont vous envoyer un questionnaire de dire donnez-nous le nombre d'étoiles. Et c'est un peu ce qu'utilisent les autres sites comme TripAdvisor et tous les autres sites, c'est ce qu'ils utilisent comme système de notation. Et même quand vous allez, par exemple, sur Google pour chercher un produit, vous avez toujours ces notations-là qui vont vous donner une idée sur le Net Promoter Score. Et c'est là où on parle vraiment de product market fit. Donc là aussi, la deuxième idée centrale que vous devez retenir, c'est que le product market fit ne s'arrête pas quand vous avez lancé votre produit, il est déjà acheté. Donc c'est la notion, le concept, il va au-delà. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez aussi en continu un Net Promoter Score, entre parenthèses, des recommandations continues de vos clients et des scores positifs de vos clients. Donc là, je pense que c'est une notion aussi intéressante pour vous, parce que ça vous permet d'avoir une idée concrète et factuelle un peu de l'évolution. Donc c'est ce qu'on appelle la courbe d'innovation. Donc finalement, si vous arrivez par exemple à avoir une pénétration de 13%, c'est-à-dire que de vos clients, c'est là vous allez, donc si vous avez dire, voilà, moi j'ai, je sais pas, je vais dire des bêtises, votre produit, par exemple, il s'adresse à des corporates, par exemple, des entreprises qui sont dans l'électricité ou par exemple, j'ai eu aussi des exemples par exemple, dans les dispositifs d'irrigation en Afrique surtout, c'est de dire, par exemple, voilà, moi, les entreprises qui sont spécialisées dans ce secteur-là, ils sont 100 entreprises. Donc, si par exemple, vous dites, OK, 13% de ce marché, de ce marché-là, ont acheté une fois mon produit, pardon, ou mon dispositif. Vous allez considérer que à partir de ce moment-là, vous arrivez quand même à avoir un product market fit qui est en bonne voie. Donc, mais si vous n'arrivez pas à avoir les 13%, c'est-à-dire que votre produit, votre dispositif n'a pas encore été accepté. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'atteindre, mais c'est juste, ça vous donne une idée sur les. En général, on parle disons, de 2 ans, ça reste quand même assez acceptable. Au-delà de 2 ans, on parle de pivot où il faut pivoter votre produit ou votre service ou votre offre. Là, je vous ai mis un exemple de Google aussi. On n'aura pas le temps malheureusement de le voir. Donc là aussi, maintenant, pour revenir au business model concrètement, je récapitule. La notion de product market fit, elle concerne la proposition de valeur et la notion de résoudre un problème, donner des gains potentiels. C'est ça le point de départ. Après, donc, quand vous arrivez réellement, donc il y a une acceptation de la part du marché, on vous dit oui, votre solution répond ou résout un problème ou elle nous donne des gains potentiels. Là, vous allez passer à la deuxième étape pour finalement
réussir un product market fit, c'est de dire, est-ce que après utilisation de mon produit, de mon service, il y a acceptation, il y a recommandation derrière. Maintenant, d'une manière très pragmatique, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais que certains d'entre vous sont au début de cette expérience. Vous n'allez pas raisonner en termes de vente de votre produit, mais en termes de pitch, en termes de chaque contact. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez discuter de votre solution ou pitcher votre solution, est-ce que l'audience que vous avez pitché vous dit oui, je valide ou pas? Donc, il y a cette notion de validation et d'adhésion. Et derrière, comment vous allez finalement dire est-ce que j'ai un meilleur product market fit? Et ça vous donne des encouragements pour continuer. C'est ça les indicateurs. C'est est-ce que ces personnes-là, d'une manière, je dirais, euh, comment dire, spontanée, vous recommande à d'autres personnes, vous disent, ah, tu sais, tu devrais parler à telle personne, voici son contact, tu devrais parler à telle ou telle personne. Ou, si elle ne le fait pas spontanément, vous allez avoir ce réflexe-là de poser la question, vous allez dire, est-ce que, s'il vous plaît, vous avez des personnes lesquelles vous pouvez nous recommander, avec lesquelles on pourrait interagir, peut-être avoir plus d'informations, etc. Donc, si on vous dit oui, ça veut dire à ce stade prématuré de votre projet, vous êtes en bonne voie pour atteindre votre product market fit. Donc, je ne sais pas si c'est clair, parce que j'essaie vraiment de me mettre à votre place, puisque j'ai aussi pas mal d'expérience entrepreneuriale, mais l'idée, c'est vraiment, donc si vous avez des produits qui existent, vous avez déjà commencé, donc c'est vraiment ce que vous arrivez à générer plus de leads de clients. Et est-ce que ces clients-là vous notent bien après l'utilisation et vous recommandent à d'autres? Mais si vous êtes dans un stade prématuré, c'est en termes de pitch de votre idée, de votre business model, est-ce que les gens valident ou vous challenge plus sur votre projet? Ils vous disent oui, mais là, je pense que c'est pas possible. Ils vont vous créer des challenges. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très à l'aise avec votre produit ou solution. Et est-ce que derrière, ils vous recommandent d'autres personnes d'une manière spontanée, ou quand vous leur posez la question, est-ce que derrière, ils vous recommandent d'autres personnes? Donc là aussi, je vous ai donné quelques références. Je ne sais pas dans le cadre de vos pitchs, est-ce que vous utilisez le business model, ce que j'appelle moi la version 0, ou le business lean? Parce que pour moi, c'est pour puissiez vraiment, dès le début, avoir un ancrage par rapport à la notion de proposition de valeur et de product market fit, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser le lean business model que réellement le business model Canva. Sachant que le business model Canva est un passage obligé, parce que si vous allez remarquer ici, rapidement, regardez ce qu'il y a dans le business model classique. Vous avez ici, dans ces cadrans-là, la notion de partenaire clé, mais dans le lean, parce que le lean, il se concentre sur la résolution de problèmes et les gains potentiels. On parle de problèmes ici, alternatives existantes. On parle d'indicateurs de performance. Donc ça aussi, je vous encourage à le faire avec disons, transposer votre business model sur le lean business model Canva, parce qu'il vous donne réellement un ancrage beaucoup plus fort sur la notion de product market fit et proposition de valeur. Bon, là, je vais passer aussi rapidement. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, pour disons, les notions à prendre en considération en termes d'expérience client. Là aussi, donc, il y a, c'est des indications aussi. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu aussi. Donc, c'est déterminer votre client cible. Donc, ça, c'est beaucoup plus lié à la démarche. Il y a la notion aussi de MVP. Je pense que j'en ai parlé au début. Ne soyez pas absorbé, parce que je sais que c'est difficile. Hein, je fais aussi de la recherche en parallèle. Vous avez cette disons, motivation de quand même continuer dans la recherche. Et comme je disais hier dans la table ronde, la recherche, disons, nous incombe d'aller en profondeur de notre travail de recherche ou le sujet qu'on recherche. Mais l'action, plutôt l'entrepreneuriat pur, c'est de savoir où s'arrêter pour qu'on puisse avoir un produit, un service qui va répondre à un marché. Et même en termes d'orientation de carrière, je sais que ce n'est pas évident, parce que vous êtes en train de vous chercher peut-être, c'est de dire à un moment donné, oui, mais moi j'ai envie quand même d'aller en profondeur dans la recherche.
Mais l'un ne veut pas dire qu'il est au dépend de l'autre. Mais vous pouvez avoir, disons, des points, des milestones de dire, OK, dans ma recherche, je fais de la recherche, à ce stade-là, je peux considérer que ça, c'est un MVP, c'est un minimum valuable product. C'est-à-dire que c'est un produit minimum viable qui peut être derrière, qui peut faire éventuellement l'objet d'un product market fit. Mais il faut l'identifier. Donc, si c'est des analyses ou c'est quelque chose que vous aurez fait, donc il faut avoir une traçabilité de dire, dans le cadre de ma recherche, cette étape-là, du développement de mon produit de recherche, ça peut être un produit commercialisable. Mais il faut avoir de la data et le mentionner. Après, vous pouvez continuer en termes de recherche. Et bien évidemment, le test, les amis, il est très important. Donc, comme je disais tout à l'heure, les touchpoints dans l'expérience client, plus vous allez avoir de points de contact avec les utilisateurs, les clients, les experts, plus vous allez affiner votre produit. Bon, là aussi, j'ai un peu essayé de vous simplifier les notions de business model Canva et de Lean Canva, de les mettre ensemble. Donc, quand vous allez parler de proposition de valeur, les amis, c'est hyper important. Quand vous allez pitcher, quel problème je résous? Dans le cas où le problème est déjà résolu, quels sont les gains potentiels que je donne en plus? Donc, ne pas dire juste d'écrire votre proposition de valeur. Là aussi, en termes de recul par rapport au doctoral et même dans d'autres cas, les chercheurs ont tendance à aller beaucoup plus vers des descriptions techniques. On voit beaucoup de schémas, etc. Nous, en tant qu'investisseurs ou validateurs, on a besoin que vous nous parliez de quel problème vous arrivez à résoudre et les gains potentiels. Ce n'est pas la peine d'aller dans le technique. Donc, les adopteurs précoces, ça aussi, c'est une notion très intéressante dans le cadre de la recherche et disons des projets entrepreneurs orientés recherche, c'est de dire finalement quels sont les adopteurs précoces. Je vais commencer par tel type de client. Quels sont ceux qui vont commencer à utiliser? Je prends l'exemple de Apple. Apple, au début, les Macintosh, ça s'adressait aux artistes, donc les musiciens et les graphistes seulement à Los Angeles. Donc, même Steve Jobs, quand il faisait ses lancements, il n'y avait pas de communication 360. C'était vraiment, ils invitaient 1000 artistes, etc. et ils leur parlaient de leurs produits. Donc, là aussi, c'est intéressant de nous montrer, quand vous pitchez, surtout quand c'est un projet pointu, de dire quels sont les utilisateurs précoces, quels sont les premiers. Après, bien évidemment, il y a les notions de, je pense qu'on en a parlé, où vous les avez fait dans les autres formations. Il y a la notion de minimum valuable product et la notion de POC, Proof of Concept. Il faut aussi montrer que votre produit marche et c'est là votre force par rapport à des entrepreneurs, je dirais, classiques, grand public. Vous avez accès à des laboratoires, vous avez cette technicité, cette ingénierie qui vous permet à petite échelle en laboratoire de dire voilà, j'ai la preuve que mon produit marche. Et là, mettez-le en avant également dans vos pitchs. Maintenant, quelle démarche? Je vais finir avec ça pour avoir disons, un product market fit adéquat. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça ne suffit pas d'avoir finalement une proposition de valeur qui répond à un problème ou gain potentiel. Il y a cette notion, quand vous utilisez le produit, si le produit est déjà sur le marché, ou quand vous pitchez votre solution, ou quand vous faites des démonstrations de votre produit ou de votre solution, est-ce que les gens valident et recommandent? Je ne sais pas si Ahlam me dit que le son est coupé. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Donc, on vous entend très bien, c'est Mohamed, donc continuez. Merci beaucoup, Hicham. Donc là, cette notion de recommandation derrière, elle est aussi très importante. Je vous ai mis quelques métriques ici que vous pouvez trouver sur Internet. Il y en a plein, mais c'est juste pour que vous puissiez vraiment avoir, disons, une approche factuelle, pragmatique, de dire, OK, finalement, est-ce que j'ai un bon product market fit, etc., ou pas. Donc là, il y a plein de notions. Je vous ai mis celles qui paraissent simples de mon point de vue et que vous pouvez utiliser facilement.
on n'aura pas le temps de les dérouler en détail, mais il y a cette notion de Net Promoter Score qui est intéressante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc si vous êtes dans un stade préliminaire, c'est finalement ce que les gens finalement recommandent ou pas votre produit et est-ce qu'ils vous recommandent à d'autres personnes de la communauté que vous essayez de cibler. Donc, je vais finir avec cette notion qui est très importante, ce qu'on appelle les OKR ou Objective Key Results. Parce que souvent, surtout dans les projets qui sont à un stade, disons, vraiment préliminaire, on va souvent vous challenger durant les pitchs ou quand vous allez parler de votre projet, on va vous dire oui, retour sur investissement, vous allez vendre combien, quelles sont vos projections financières. Et c'est là où les OKR sont intéressants parce que finalement, la notion d'OKR, elle vous dit quoi? Elle vous dit que finalement, pour avoir un bon product market fit, il ne faut pas seulement se fier à des résultats, disons, quantitatifs purs. Il vous dit finalement, vous pouvez dire, par exemple, je projette de lancer mon projet d'ici 6 mois. OK? Je vais avoir mon premier client. Donc ça, c'est un objectif. Avoir un premier client d'ici, disons, une année ou d'ici 8 mois, etc. Après, les key results derrière, c'est de dire, pour avoir mon premier client, mon premier contrat, c'est de dire finalement, je vais essayer de toucher 10 clients. C'est là le key result. C'est de toucher le 10 clients. Un autre key result qui est intéressant, c'est de dire, je vais améliorer donc l'applicabilité de mon produit ou de mon service ou de mon invention. Quand je vais dire améliorer, on n'est pas dans du quantitatif, c'est du qualitatif. C'est là où est intéressante la notion d'OKR. Vous diminuez cette pression qui est sur vous de dire il faut que j'ai ce niveau de revenu, il faut que j'ai ce montant d'investissement, etc. Le fait de dire je vais fixer un objectif qualitatif, mais derrière qui est traduit par des key results, vous permet de diminuer cette pression, mais aussi d'être, si vous voulez, à l'aise même avec les investisseurs. Quand vous allez, ou même dans certaines compétitions, vous allez essayer d'avoir des fonds ou faire partie de projets d'incubation ou autres, vous allez dire, nous, dans notre timeline ou dans notre projection, eh ben, on ne s'est pas fixé un objectif à ce stade métrique, mais on s'est dit, voilà, nous allons avoir notre premier client telle date. Nous allons participer à telle compétition. Mais derrière, avoir des métriques. Donc, si je dois participer à telle compétition, il faudrait que j'envoie 5, disons, cahiers de charge ou 5 candidatures. Vous voyez un peu la notion d'OKR, elle est très intéressante. Vous commencez par un objectif qualitatif et vous traduisez par des objectifs quantitatifs ou ce qu'on appelle des métriques quantitatives. Donc, ça vous permet vraiment de diminuer cette pression, mais aussi d'avoir de meilleures chances d'avoir un market fit. Je vous ai mis un exemple ici. C'est une entreprise qui a développé des solutions d'interaction entre les écoles primaires et les parents. Après, comme j'ai dit, malheureusement, on a eu que 45 minutes, mais je n'ai pas envie aussi de déborder sur le reste de votre temps. Donc, je vous ai mis des exemples, par exemple ici, donc l'objectif, lancer notre produit avec succès. Vous voyez qu'il n'y a pas de quantité dedans. Mais voici les métriques de dire, voilà, Key Result 1, c'est nombre de visiteurs sur notre site de 2000. Vous voyez un peu, c'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet de diminuer cette pression quantitative qui est toujours sur le chiffre, le revenu, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un focus dessus, mais ça vous permet surtout dans les premières phases de votre projet, parce que c'est quoi votre principale ressource, les amis? C'est votre motivation. Donc, si la motivation, vous allez dire, je vais vendre tant de produits l'année 1 ou mon lancement, vous n'allez pas y arriver, votre motivation va diminuer et vous allez un peu, malheureusement, pour certains, ne pas faire aboutir votre projet. Mais le fait de poser des objectifs donc en mode OKR, donc Objective Key Result, vous permet d'avoir cette latitude d'arriver à une meilleure Product Market Fit. Donc, et là, vous avez, par exemple, ici, je vous ai mis les exemples année 1 et année 2, comment ils ont pu un peu changer d'orientation pour avoir
le maximum de product market fit. Parce que la solution, finalement, ils avaient ciblé un certain nombre d'écoles, mais finalement, le marché aussi, comme je lui dis, n'était pas assez mature. Donc, pour absorber une solution digitale dans leur organisation administrative, disons traditionnelle, papier, etc. Mais derrière, donc, ils ont pu réajuster, diminuer l'objectif quantitatif, mais augmenter en termes de qualité et d'adaptabilité de leur plateforme et la rendre beaucoup plus friendly user, beaucoup plus facile à utiliser. Donc voilà, je vais finir avec cette dernière question. Même chose, même principe, s'il vous plaît. Donc, scannez le code ici de ce qu'on a vu, même si c'était, je pense, court, mais j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Quels sont les concepts les plus retenus, qui ont retenu le plus votre attention? On a parlé de beaucoup de choses. On a essayé de synthétiser. Donc, scannez le code ici, s'il vous plaît, et dites-moi quels sont les concepts éventuellement qui ont retenu votre attention. Je pense que c'est intéressant aussi pour nos amis de Connectinov de les voir. Comme ça, on pourra aussi faire d'autres itérations, que ce soit dans les bootcamps que vous allez avoir ou peut-être dans les autres interactions que vous aurez avec les coachs. Pour demain, je pense qu'on va avoir aussi avec moi, Inch'Allah, des interactions que ça puisse aussi me permettre de combler les vides éventuellement, bien sûr, en démarrant de vos problématiques respectives, d'essayer de combler les vides qu'on n'aurait pas pu combler aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à scanner, s'il vous plaît? Proposition de valeur, très bien. Donc, les résultats commencent à venir. Excellent, effectivement. Donc, c'est la notion de départ. Mais je serais tenté aussi d'aller en détail, de vraiment dire finalement une proposition de valeur qui est basée sur résoudre un problème, gain potentiel. Donc, business model, client cible, très bien. Donc, je vois que proposition de valeur, c'est le concept qui revient le plus important. Excellent. OKR, c'est sorti, très bien, effectivement. Very good. Donc, effectivement, la proposition de valeur, c'est l'élément central. N'oubliez pas, donc ça va me permettre de refaire une couche demain, Inch'Allah, durant les coachings. N'oubliez pas, derrière, ce qu'on appelle donc la recommandation, le Net Promoter Score. C'est derrière l'expérience client. L'expérience client est hyper, hyper importante. Et là, donc c'est... donc, je vois aussi des commentaires dans le chat. Merci beaucoup. Donc, effectivement, la vie du client, l'expérience client, elle est très importante. C'est une question. Hein. Donc, ma question est la suivante. Comment conseillez-vous aux startups d'équilibrer efficacement le coût d'acquisition avec la vie du client, donc pour garantir la viabilité économique dès les premiers stades? Ben, écoutez, c'est une question très intéressante. Je pense que la notion de test à petite échelle est très intéressante. Donc, c'est vraiment... c'est avant finalement de mettre beaucoup de coûts dès le départ, c'est aller sur des notions de tests, donc sur des tests à petite échelle. Et je pense que ça a été dit tout à l'heure dans la table ronde par notre ami investisseur. Je pense que c'est finalement de cibler des clients corporate, lesquels seront beaucoup plus attentifs que des clients grand public et qui vont vous donner finalement assez de feedback qui va vous permettre de réajuster et du coup d'avoir une plus grande viabilité économique. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, même si, Inch'Allah, je t'inviterai, Abdallah, à en parler en détail sur ton projet. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'aller sur cette notion de test. Je vous donne un exemple concret qu'on a vu toujours avec l'exemple de la batterie portative. C'est vraiment de dire, ce n'est pas la peine d'aller vers un design très épuré, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de basique. Si c'est une brouette, mais dedans, il y a donc une brouette avec une roue et le dispositif est dedans avec des câbles apparents, etc. Mais qu'on puisse tester donc, ce qu'on appelle donc, la résolution des problèmes qui va avoir une charge très rapide en un temps court, ben, c'est suffisant. Donc, quand on a cette proof of concept avec un test
réel, avec un utilisateur réel qui va nous donner un feedback réel, là, derrière, on peut calibrer les investissements. Parce que imaginez, vous allez avoir interpréter, vous en tant que concepteur, vous n'allez jamais pouvoir vous mettre à la place du client. Vous allez peut-être mettre beaucoup d'investissements sur les matériaux que vous allez utiliser, le design, etc. Mais à la fin, on va vous dire, le client, moi, ce n'est pas le plus important pour moi. C'est vraiment avoir le rendement qui me donne ce gain potentiel. Merci à toi, Abdallah, pour la question. Donc, OK, les amis, je ne vous retiens pas plus longtemps. Même nous, on a débordé de 7 minutes.